Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Quand un soldat s'en va en guerre, il a dans sa musette son bâton de maréchal. Ce que vous nous dites, ça ressemble, là, on a la gueule, mais on n'a pas les bras. Crocodile. Grande gueule et petits bras. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, et oui, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, et alors là, il y a tout, vous savez, toute la phraséologie du front. Il y a le front, il y a les ennemis de l'intérieur, il y a la 5e colonne, tout est là, méfiez-vous, des oreilles ennemies vous écoutent, etc. Ça fait des siècles qu'on connaît la littérature. Mais alors aujourd'hui, c'est intéressant quand des médias s'en prennent à d'autres médias en les qualifiant de pro-russes. Ils ne disent pas achetés par les Russes, mais pro-russes. Je parle des médias de la bien-pensance. C'est intéressant, on va en parler. Et un certain plumitif nous a classés avec d'autres, évidemment. On va en parler avec l'avocat Régis de Castelnau, qui voit du droit, et qui voit du droit où il faut le droit, où il faut le voir. Et puis nous allons parler aussi, justement, est-ce qu'on est en guerre ou on n'est pas en guerre? La France est en guerre ou pas? Pour le moment, la question est posée, et vous allez voir deux points de vue, deux témoignages, l'un de Nicolas Tanzer et l'autre de Michel Goya, le colonel Michel Goya. Ce sont des extraits qu'on a pris dans des radios et c'est intéressant de voir à quel point les gens ne savent plus ce que veut dire l'essence et ne savent plus ce que veut dire les mots. Et puis après, les perles, les bravos, évidemment, Trump et compagnie. Nous allons recevoir Jean-Loup Bonamy pour un livre très coruscant au vieux sens du terme, c'est-à-dire très 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 critique, l'Occident déboussolé. Alors l'Occident, oui, il a l'air d'être vraiment déboussolé au vu de ce qu'on va vous parler tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je voulais vous remercier d'exister, parce que vous êtes vraiment la seule radio que j'écoute et vous êtes quasiment les seuls à faire véritablement votre métier de journaliste. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Et l'hymne national russe, vous savez que hier il y a eu une élection, que Vladimir Poutine a été réélu à près de 89% des voix, mais évidemment c'est un score à la soviétique, comme l'ont dit pratiquement les 4/5 de nos chroniqueurs. Au-delà de savoir effectivement comment s'est passé le scrutin ou pas, il reste que c'est intéressant parce que je regardais et je tombe un certain nombre sur les réseaux sociaux, sur Internet, et je tombe sur ceci dans le site Internet de Libération. Libération, vous savez, c'est un journal. Enfin, c'est un journal, je ne sais pas. Et le titre, c'est « La Russie a ses médias en France » avec la photo de votre serviteur en premier. Ah bon? La Russie a ses médias en France, c'est-à-dire que nous serions un média russe. Et voici ce qui est écrit notamment: Sud Radio, le JDD, CNews, C8, Pascal Pro, André Berkov, Cyril Hanouna ou l'ineffable Morandini, ils sont, tenez-vous bien, c'est exactement mot pour mot, les vecteurs audiovisuels idéaux de la propagande russe en France et des manips des ingénieurs du chaos qui théorisent la déstabilisation des démocraties libérales. Voilà, on est vraiment absolument étiqueté, on a peut-être les chèques que nous avons reçus ou les virements. Et alors, ça va plus loin, écoutez bien. La question n'est pas de savoir s'ils défendent les thèses du Kremlin, mais s'ils n'offrent pas, par leur façon de traiter l'actualité hors de toute vérité journalistiquement établie, un réceptacle taillé sur mesure pour la stratégie d'influence russe. C'est-à-dire qu'on est un certain nombre, et on n'est pas que ceux qui ont été cités, on est des dizaines et des dizaines de journalistes qui faisaient leur métier, la vérité journalistiquement établie. Mais qui établit journalistiquement la vérité? Bonjour Régis de Castelnau. Bonjour André. Vous êtes plus qu'un avocat, vous avez d'ailleurs votre blog Vue du droit, et puis vous commentez l'actualité, que ce soit chez nous à Sud Radio bien sûr, et puis sur Internet et par Twitter. Alors,
ça m'intéresse. Donc vous avez vu comme moi, vous avez lu le papier du plumitif en question, et ce qui m'a frappé, c'est ça. Vous êtes objectivement, il n'y a pas le mot objectif, mais ça m'a rappelé la Pravda, la Stasi et compagnie, vous êtes objectivement des agents russes. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une accusation de trahison, tout simplement. Parce que dans votre générique, André, vous avez bien mis la parole de notre président actuel disant « nous sommes en guerre ». Alors, il le disait à une autre occasion, mais on sait très très bien que la France est dans une situation de co-belligérance. Voilà, moi, c'est ma définition. Nous sommes en situation de co-belligérance, au point qu'on on va même dire qu'on va intervenir sur le terrain. Je me demande avec quoi. Mais face à ça, il y a eu toute une partie de la presse système qui s'est mobilisée et qui vient aujourd'hui dire la chose suivante. Dire, les gens qui ne disent pas ce que nous disons sont des gens qui sont complices de la Russie dans le conflit qui nous oppose. Je réutilise pas le mot guerre. Donc, c'est une accusation de trahison, tout simplement. Et comment cette trahison est documentée? C'est que le plumitif dont vous parlez, mais qui a sévi sur le service public et qui continue d'ailleurs, oui. Il continue, il est invité sur beaucoup de plateaux, etc. Ouais. Alors, je dirais un petit mot d'ailleurs sur sa déontologie, mais il fait une liste, il fait une liste des traîtres, il les dénonce, et il dit, voilà, vous vous rendez compte, ces gens-là se situent en dehors d'une vérité journalistiquement établie. Mais c'est hallucinant, cette formule. Hallucinant, parce que la vérité judiciaire, mon cher André, ça fait 50 ans que je la pratique. Je pratique son élaboration, débat contradictoire, avec des procédures très normées. La vérité scientifique est changeante. On ne sait bien, et que dire de la vérité historique. Le journaliste, il est là pour établir des faits, après enquête, etc. Oui, tout à fait. Pas pour énoncer une vérité. Un peu de philosophie, monsieur Thomas Legrand. Et donc, c'est absolument fantastique. C'est-à-dire que les faits ne comptent plus, le réel, on le dénie, c'est une forme de nihilisme, et il y a des élaborateurs de vérité. Alors, on connaît les fact-checkers, que j'appelle fact-checkistes, les élaborateurs de vérité. Oui. Mais tchéquistes par référence à la Tchéka, à Moscou, à la Tchéka. Et donc, ils sont chargés d'élaborer une vérité dont il est interdit, sous peine d'accusation de trahison. Mais attendez, la trahison, dès lors qu'on est en conflit, elle est prévue par le code pénal, et c'est assez lourd. Bien. Ouais. Non, c'est absolument effarant d'en arriver là. C'est-à-dire en piétinant la Déclaration des droits de l'homme sur la liberté d'expression. Alors, concernant ce personnage, j'ajoute une chose, c'est que il n'en est pas à son coup d'essai. Donc, il dit qui est journaliste et qui ne l'est pas. Et il l'a fait pour Sonia Mabrouk. Et il a dit, Sonia Mabrouk n'est pas journaliste. Elle a sa carte, elle fait son métier de journaliste avec talent. Et vous vous rendez compte, elle a invité Didier Raoult. Mais Sonia Mabrouk a dit non, jamais invité Didier Raoult. Donc, il ment. Monsieur, il est pris en flagrant délit de mensonge, ce brave Thomas Legrand, et moyennant quoi, c'est une forme d'aveu que la vérité journalistiquement établie par ces gens-là est peut-être mensongère, peut reposer sur le mensonge. Mais Régis de Castel... Oui, allez-y. Dans un pays qui devrait respecter ses institutions, respecter ses principes, respecter ses règles, c'est absolument effarant qu'un journal que plus grand monde lit, on le sait bien, mais et qui est subventionné, on le sait bien aussi. Subventionné. Oui. Mais s'il est subventionné, c'est parce qu'il sert à ça. C'est absolument effarant, sans qu'il n'y ait pas un tollé général et que les pouvoirs publics ne se prononcent. Moi, j'ai vu aucune réaction dans le monde politique là-dessus. À l'Assemblée nationale, il y a des oppositions pour venir dire mais qu'est-ce que c'est que cette dérive? C'est une dérive liberticide, tout simplement. Et ce qui est extraordinaire, Régis Castelnau, dans cette histoire, moi ça m'amuse, enfin je veux dire vraiment, quand je dis ça m'amuse moyennement, mais en fait c'est ça ce que vous avez dit.
au fond, le camp du bien, auquel appartient tel ou tel primitif, est détenteur de la vérité. Et si vous avez une parole dissidente, si vous osez avoir des questions, si vous osez dire, mais attendez, ça se passe peut-être pas comme ça, ah, mais vous êtes un traître. Je suis très frappé, par exemple, il a ajouté, toujours le même, s'il est vrai qu'André Berkoff, dans son émission quotidienne sur Sud Radio, donne principalement la parole à des spécialistes pro-Russie ou à des complotistes avérés, alors on revient, parce qu'il n'y a pas que la traîtrise, il y a le complotiste. Je vous dis comme ça en passant, à part vous, cher Régis, j'ai reçu Brigelli, Georges Fenech, Jean-Pierre Jouillet. Jean-Pierre Jouillet, grand complotiste, comme chacun sait, Michel Onfray, Eugénie Bastier, Carl Olive, Frédéric Ploquin, etc., etc. Et évidemment, le grand complotiste qu'est Didier Raoult ou Henri Guénaud, grand complotiste. C'est-à-dire qu'au fond, il se fout totalement de savoir si ce qu'on dit est construit et surtout qu'on est suivi, c'est ça qui les embête, d'ailleurs on est très très suivi. Ce qui les intéresse, c'est justement, voilà, c'est un complot russe, et voilà comment la Russie s'introduit par effectivement la bolosphère, ou l'émission de Berkoff sur Sud Radio, alors que Sud Radio est vraiment d'un pluralisme absolu et chacun le sait. C'est quand même étonnant que ces gens-là perdent leur sang-froid au point d'avoir besoin de dire, voilà, attention, le bouc émissaire, voilà le sceau de la famille, voilà l'agent de l'étranger. C'est intéressant, c'est pas nouveau d'ailleurs. Alors, moi, si vous voulez, cette vérité journalistiquement établie, c'est quoi? Alors, on va prendre un petit exemple, par exemple. Effectivement, puisqu'il s'agit bien de la guerre en Ukraine, il y a une guerre en Europe centrale, une guerre de haute intensité. Eh bien, la vérité journalistique, pour Monsieur Legrand, c'est probablement que les Russes n'ont plus d'armes, qu'ils attaquent avec des pelles. C'est probablement ce que nous a bien expliqué Bujadas, qu'il démonte les vieux T-34 qui sont sur les monuments aux morts pour s'en servir sur le terrain. La vérité journalistiquement établie de Monsieur Legrand, c'est que les Russes démontent les machines à laver pour mettre des puces dans leurs missiles. D'ailleurs, des missiles, ils n'en ont plus. C'est-à-dire que depuis 2 ans, on a eu un déferlement de bêtises extraordinaires, de mensonges évidemment, de propagande. C'est de la propagande. Or, ce que veut faire ce monsieur, c'est pérenniser la propagande. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a émis cette vérité-là, que ces agents, parce que ce sont pas des... Alors moi, je vais pas faire de liste de qui n'est journaliste et qui ne l'est pas, j'ai pas cette responsabilité, mais si on me dit est-ce que Monsieur Legrand est un journaliste, je vais répondre évidemment non. Il n'en a à aucun moment la déontologie. Alors, moi, ce que je constate avec toutes ces menaces sur la liberté d'expression, il y a eu ce fameux article 4 là sur la loi sur les sectes, il y a tout un tas de restrictions. Il y a un mouvement. Et puis parce que il y a une partie de la presse mainstream, si vous voulez, dont vous faites partie, qui essaye d'avoir une approche, parce que c'est pas toujours facile, une approche plus réaliste de rapport au réel. Et puis il y a ce que j'appelle l'infosphère, c'est-à-dire les réseaux qui s'expriment. Mais cela, il faut les faire taire. Si, il faut les faire taire. C'est à ça que servent les fact-checkistes. C'est à ça que travaille Monsieur Thierry Breton, qui est venu, qui essaye de mettre en place des réglementations interdisant de dire un certain nombre de choses. Mais il va plus loin, Monsieur Legrand, parce que il dit vous vous exprimez en dehors de cette vérité journalistiquement établie, je le répète à chaque fois parce que c'est tellement hallucinant, vous vous exprimez en dehors de ça, donc vous ne dites pas ce que vous devriez dire. Or, on va rappeler à ce brave Monsieur Legrand, qui est dans un journal soi-disant de gauche et qui a une passion pour la censure, que le fascisme, et c'est Roland Barthes qui disait ça, le fascisme, ce n'est pas seulement d'empêcher de dire, mais c'est d'obliger à dire. Donc, Monsieur Legrand, il veut qu'on dise la même chose que lui, sinon on est un traître. C'est très grave, cette dérive-là. Et c'est ça qui les... pouvoir de cet homme. Absolument, mais c'est ça qui les embête, Régis Castelnau, je crois, parce que c'est vraiment, pour moi, une chronique frappée au coin. Il faut pas l'accorder plus d'importance qu'elle en a, mais elle en a, parce qu'elle traduit la volonté de ceux qui disent, encore une fois, nous c'est la vérité, vous c'est le mensonge ou la
traîtrise. Par exemple, il dit « Telle est la logique de la bolosphère », donc le groupe de Vincent Bolloré, et de Sud Radio, une méthode qui prétend offrir au peuple la traduction de ce qu'il pense et ne trouve pas dans les médias mainstream enconcés dans leur politiquement correct. C'est ça qui les embête, en fait, Régis de Castelnau. C'est parce que s'il y a une pensée diverse, s'il y a des propos divers, s'il y a une vérité diverse, et Dieu sait si la vérité est diverse par rapport à la propagande, celle qu'ils appliquent eux, eh bien, évidemment, ça ne leur plaît pas, parce que de plus en plus de gens sont sensibles à ce qu'on est en train de dire. Et ça les embête beaucoup, comme toujours, comme dans tout pouvoir. Alors, moi, je vais ajouter une chose qui m'attriste profondément, c'est que la France va très mal de ce point de vue. Parce que, et d'ailleurs, à l'étranger, on nous regarde parfois avec des yeux ronds. Les États-Unis ont une politique, ont une stratégie sur laquelle on est complètement aligné, mais leur presse discute. Tout à fait. Il y a des débats. Il y a des contre-pouvoirs. Il y a des contre-pouvoits, il y a des expressions. Alors bien évidemment, la presse la plus puissante, elle est un peu hégémonique, mais ça discute. En Israël, qui vit une tragédie pour les Israéliens, pour les Palestiniens. En Israël, la presse est beaucoup plus diverse, beaucoup plus contradictoire que la nôtre. C'est extraordinaire. Et pourquoi il y a des enquêtes, il y a une expression. Mais nous, il y a une volonté. Non, il faut vous taire. Il faut, ou bien. Si vous ne vous taisez pas, vous dites la même chose que nous. C'est assez grave. Allez, je vous dis, moi, merci Internet. Je me balade beaucoup sur la presse étrangère. Merci les logiciels de traduction. Hein. Mais ils sont effarés de ce qui se passe chez nous. Il y a de quoi. Merci Régis de Castelnau. Je crois qu'il fallait quand même que vous, auditeurs de Sud Radio, résistants de Sud Radio, soyez au courant de ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas plus grave, mais ce n'est pas moins grave. Il faut être très, très, très vigilant. Vous savez, quand on commence, on sait très bien, quand on commence à censurer, on sait très bien ce que ça veut dire et où ça peut mener. Merci Régis. Merci Régis de Castelnau. On rappelle votre livre Une justice politique aux éditions L'Artilleur. On marque une courte pause sur Sud Radio et on va parler de l'envoi de troupes en Ukraine. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Question lancinante, question qui se pose tout le temps parce qu'on ne sait plus. Est-ce que la France est en guerre avec la Russie ou pas ? Alors, on entend, oui, il n'est pas exclu, disait notre président, qu'on envoie des soldats, des troupes en Ukraine. Non, mais attention, ils ne feront pas la guerre. Non, ils seront des soldats sans armes. Oui, non, peut-être. Écoutez, en tout cas, on a entendu pendant le week-end 2 personnes qui ne sont pas vraiment poutinolâtres, c'est le moins que l'on puisse dire. Ils ont des avis très divergents. Écoutez, ça vaut son pesant de cacahuètes. Sud Radio André Berkov. Ça balance pas mal. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Tire pour mourir un peu à la guerre. Oui, c'est la question, elle est posée, et les gens répondent de façon extrêmement différente. Et c'est assez intéressant d'écouter ce qu'on appelle les experts ou les sachants. Je mets entre guillemets ou pas, c'est à vous de faire votre opinion. Mais notamment, par exemple, quelqu'un qui dit la guerre, oui. La guerre, oui. Nicolas Tanzer, essayiste, écrivain, participant à pas mal de conseils géostratégiques, un essayiste. Alors, Nicolas Tanzer, voici ce qu'il disait samedi sur France Info. Écoutez. Peut-être qu'à un moment donné, il faudra avoir des opérations sur le terrain, quelles qu'elles soient, pour contrer les forces russes. Voilà ce qu'a déclaré Emmanuel Macron dans son avion de retour de Berlin, selon le Parisien. Est-ce qu'il a raison ou tort de penser que c'est la bonne méthode face à Vladimir Poutine ? Alors selon moi, il a totalement raison. C'est quelque chose que personnellement, je propose depuis maintenant plus d'1 an, que j'ai aussi essayé de développer dans mon dernier livre, Notre guerre. J'essayais de montrer que de toute manière, à un certain moment, comme on est attaqué directement par la Russie,
que c'est véritablement notre guerre, c'est pas uniquement la guerre des Ukrainiens, parce que tout simplement Poutine nous attaque. Nous attaque à travers des raisons un peu moins conventionnelles entre de moins en moins conventionnelles, et peut-être qu'un jour de manière totalement militaire. Je veux dire, c'est pas du tout quelque chose qu'il faut exclure. Alors pas dans les 3 mois qui viennent, hein, bien sûr, mais peut-être dans les 6 mois ou dans les années qui viennent. Il ne faut pas l'exclure. Eh bien, à un certain moment, on ne peut pas laisser uniquement les Ukrainiens combattre à notre place. C'est-à-dire qu'on n'a jamais gagné une guerre quand on combat en quelque sorte en arrière de cour, quand on fait combattre notre guerre par quelqu'un d'autre. Il y a un certain moment où il faut se poser directement la question de l'engagement. Et c'est ce tabou qu'Emmanuel Macron a voulu lever, et je pense qu'il a eu raison de le faire. C'est-à-dire que c'est pas uniquement en donnant des armes aux Ukrainiens, et il faut continuer à le faire, il faut faire beaucoup plus. Nicolas Tenzer, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ce n'est pas que de l'ambiguïté stratégique, c'est qu'il y a vraiment un scénario où on envoie des troupes en Ukraine. Alors, il y a un scénario où on peut effectivement envoyer des troupes en Ukraine. Encore une fois, ce n'est pas souhaitable. Ce n'est certainement pas souhaitable d'avoir des troupes combattantes. Alors là, c'est vraiment intéressant. Voilà quelqu'un qui, paraît-il, est cartésien, s'exprime noblement, s'exprime clairement et tout ça. Or, il dit ceci, vous avez écouté en quelques secondes, hein, il parle pas très longtemps là. On a pris des extraits. On est attaqué directement par la Russie. Voilà. Donc, il faut affronter directement la Russie. Donc, Emmanuel Macron a raison de lever ce tabou. Il n'y a pas de raison de se battre uniquement par Ukrainiens interposés ou jusqu'au dernier Ukrainien. Non. Il faudra peut-être, probablement, peut-être pas tout de suite. Les Russes ne sont pas attaqués militairement, nous encore en France, mais dans 6 mois, dans 1 an, ça peut se faire. Et donc, il faut effectivement que nous soyons là sur le terrain en tant que soldats. Et il ajoute, et c'est ça mais c'est pas souhaitable, évidemment, c'est pas souhaitable, on le souhaite pas. Là, il se dit quand même, je suis peut-être allé un peu trop loin. Ce n'est pas souhaitable ou c'est souhaitable, Nicolas Tenzer? Vous savez ce que vous dites? Ou la Russie, nous sommes en guerre avec la Russie, ou nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Encore une fois, ces contorsions et cette danse du ventre, belliqueuse et remarquable, je ne sais pas si ça résout le problème. Et avec ça, justement, le lendemain, il y avait un colonel, un militaire. Et vous voyez, pas du tout, lui non plus, pro-russe, c'est le moins que l'on puisse dire. Il est sur LCI très souvent. C'est le colonel Michel Goya. Et on l'a interrogé, justement, sur LCI. Et voici ce que dit le colonel Michel Goya. Écoutez. Disposer des troupes en Ukraine le long du Dniepr, dans la région de Kherson, pour dire aux Russes, vous n'irez pas plus loin. Oui. Si vous allez plus loin, vous nous passerez sur le corps. Est-ce que c'est bien? C'est une hypothèse. Moi, pour ma part, je militais à faire ça avant la guerre. Oui, mais maintenant, ça, on aurait pu le faire, mais maintenant, est-ce que ce serait bien selon vous? On appelle ça l'opération de sanctuarisation. C'est-à-dire que on l'appelle ça aussi stratégie du piéton imprudent. Les Russes sont très forts pour ça, justement. Quand ils occupent la Crimée, ils mettent tout le monde devant leur fait accompli, et puis ils disent, voilà, nos troupes sont là, puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous le feriez maintenant? Je pense que actuellement, c'est trop risqué. Effectivement. Pourquoi? Il faut pas se l'interdire, parce que là, on est vraiment en contact, et que on est impliqué. Il y a une différence entre engager une opération de sanctuarisation avant la guerre. Voilà. Si l'Ukraine avait demandé, en fin 2021, au moment où la crise montait, on déploie éclair, à condition qu'on ait eu les moyens. On déploie de manière concertée des forces le long de la frontière ukrainienne, puis là on dit aux Russes, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Colonel, admettez, pour les personnes qui nous entendent, c'est curieux, parce qu'on dit, on n'a pas peur, on va faire, et puis quand on dit, allez, on va se mettre, même pas en attaque, simplement en défense, être le long du Dniepr pour dire, les Russes, vous n'irez pas plus loin, vous nous dites, ce serait trop risqué. Et puis, accessoirement, si on n'a pas les moyens d'envoyer des obus aux Russes, ça veut dire qu'on les a pas non plus pour nous, pour mener éventuellement des opérations de grande ampleur. C'est pas très bon, là, ce que vous nous dites. Franchement, c'est pas très encourageant, hein. Il faut être cohérent, quoi. Si on a les moyens de mener une opération militaire de grande ampleur, ce qui suppose tout le soutien derrière, autant. Ce que vous nous dites, ça ressemble, là, on a la gueule, mais on n'a pas les bras. Crocodile. Grande gueule et petits bras. Alors, très intéressant, ça aussi, hein. Vous voyez, là, c'est un colonel. Il sait ce que c'est que l'armée, il sait ce que c'est que la guerre. Il ne va pas, il dit pas, allez, tout le monde, allez sur le front, tout le monde, on ira pendre notre linge sur la ligne Poutine. Il dit, attendez, c'était peut-être faisable avant la guerre, sanctuarisation, là, c'est trop risqué. Et on sent le journaliste, il est un peu déçu, le journaliste. Il dit, mais quand même, on peut pas y aller, là, et vous dites, alors, on peut pas aller au contact. Non, là, on n'a pas assez d'obus, voilà, et on est crocodile, hein, petit bras.
intéressant, hein, intéressant de voir, voilà, deux personnes qui ont eu des opinions peut-être tout à fait semblables en ce qui concerne le régime russe, et Dieu sait s'il y a à dire sur le régime russe, qui n'est pas une démocratie, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais l'un, allez, on y va-t-en guerre, allons-y, tout de suite, ou presque en tout cas. Et puis un autre qui dit, attendez, encore faut-il avoir les moyens. Voilà ce qui est posé aujourd'hui, voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, peut-être qu'il vaudrait raison garder quand même et expliquer tout cela. Et je crois que nous avons des auditeurs, Esteban. Ah ben oui, parce que ça fait réagir. On va voir ce qu'en pense Fabrice qui nous appelle depuis Creil dans l'Oise. Bonjour Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour messieurs. Donc, en parlant du colonel Goya, c'est ce même intervenant qui disait au début de l'intervention russe que les Russes n'avaient que 3 jours de munitions. Hein. Ça, c'était en février 2022. Ouais. Alors, intéressant. Les théories du colonel Goya, on commence à les connaître. Après, quelle guerre? Avec quelles troupes? Quelle guerre? Les frontières de la France ne sont pas menacées. Avec quelles troupes? Alors, je vais vous donner un petit exemple. Oui. J'ai une carrière opérationnelle assez riche. Et en 2008, j'ai été déployé en Afghanistan. Donc, j'ai une trentaine de mois d'Afghanistan derrière moi en 6 missions. Hein. D'accord. Pour l'Afghanistan, déployé en 2008 avec le 8e RPIMA, dans mon organisme, on est 2000, j'étais le seul volontaire. Et l'Afghanistan, c'est pas l'Ukraine, c'est pas la puissance de feu russe. Alors, j'imagine si demain l'armée française devait partir, on a des troupes, on a des troupes d'élite, les paras, la Légion, ainsi de suite, mais l'ensemble des troupes françaises ne sont pas prêtes pour faire ce type de guerre. Et je le conçois parfaitement, on peut faire sentinelle, on peut aller à droite et à gauche, les gens n'ont pas forcément envie de mourir, et d'autant plus pour un combat qui n'est pas le leur. Voilà un peu ce que je voulais dire. Et vous dites que l'armée française n'est pas en état aujourd'hui de faire cette guerre comme le demande un certain nombre de porte-parole autoproclamés. Non, l'armée française, c'est avant tout les hommes. Et les hommes, c'est les motivations des hommes. On s'aperçoit que les gens, aujourd'hui, les gens, que ce soit dans l'armée française, dans l'armée américaine, dans l'armée anglaise, les gens ne veulent plus s'engager. Alors, de là, faire la guerre, c'est encore autre chose. Alors, ça ne veut pas dire que les gens sont lâches ou autres, mais c'est parce que tout simplement, les frontières du pays ne sont pas en jeu. Et je comprends parfaitement que les gens. Alors moi, j'ai un profil un peu des gens qui sont un peu atypiques. J'ai toujours aimé l'adrénaline. C'est pour ça que je suis parti un peu partout. Ouais. Mais c'est pas le profil de tous les gens. On a des régiments comme les paras, Légion, ainsi de suite, un certain nombre d'unités qui sont d'élite parce qu'ils ont des cadres d'élite qui sont capables d'être déployés ou quoi que ce soit. Mais c'est pas l'ensemble de l'armée française. Bien sûr. Et ça, c'est une réalité. Et si aujourd'hui, dans l'armée ukrainienne, on s'aperçoit que les gens, il y a actuellement 1 million d'Ukrainiens à l'extérieur des frontières en âge d'être mobilisés qui ne reviennent pas en Ukraine. Aujourd'hui, en Ukraine, vous avez des quantités de gens qui, tous les jours, essayent de passer la frontière où les autres sont kidnappés pour être envoyés au front. Les gens ne veulent pas faire la guerre. En face, vous avez la Russie qui a fait une rotation avec ses volontaires des troupes, il y a du matériel, il y a de l'armement qui arrive. Là, Poutine a été élu, les offensives russes vont commencer, là, la météo est défavorable et les grosses offensives vont commencer et je pense, ça c'est mon analyse, que ça sera plié d'ici l'été. Voilà ce que je voulais dire. Merci Fabrice, merci. Je crois que nous avons Bruno. Bruno qui nous appelle depuis Paris. Bonjour Bruno. Bonjour Bruno. Oui, bonjour et merci à André Berkoff et à Sud Radio pour le courage de maintenir, je dirais, des opinions diverses et de laisser un peu s'exprimer tout le monde. Parce que moi, ce qui me choque le plus en repensant à l'interview de Monsieur de Castelnau, c'est qu'en fin de compte, on n'arrive pas. Moi, j'aimerais savoir ce qui s'est passé dans le Donbass de 2014 à 2022. Est-ce qu'il s'est rien passé? Est-ce que les Russes ont infiltré le Donbass et ont déclenché la guerre contre l'Ukraine? Ou bien est-ce qu'effectivement les Ukrainiens ont bombardé le Donbass pendant 7 ans, les populations civiles, et qu'à un moment donné, les Russes ont décidé d'y aller? La réponse à cette question, je ne l'ai pas. On n'a que des anathèmes, que des insultes, que des accusations d'être pro-russes, dès qu'on pose simplement une question de bon sens, parce qu'à un moment donné, si on n'écoute pas les arguments des Russes, si on ne prend pas en compte le point de vue des Russes, mais la guerre va continuer jusqu'où? Quant à l'envoi de troupes françaises, moi je vais vous dire de façon caricaturale, j'ai pas envie de voir des soldats français de 20 ans revenir dans des sacs mortuaires, parce que ce qu'on nous dit pas, c'est que la réalité, c'est que tôt ou tard, il y aurait un affrontement avec l'armée russe. Moi, vous savez, les Russes, j'ai pas oublié qu'en 14-18 et en 41-45, on en a eu besoin.
J'ai pas oublié que dans le Donbass, justement, en 1943, c'est l'armée russe qui a libéré le Donbass des 3 ans d'occupation allemande. Et une occupation terrifiante, avec le massacre des populations juives. Donc les Russes savent mourir. Je dis pas qu'ils ont raison ou qu'ils ont tort. Je dis simplement que si à un moment donné, et ça c'est pas le cas avec la presse française, alors que la presse américaine anglo-saxonne est beaucoup plus distanciée et beaucoup plus, je dirais, dans l'analyse. Regardez la révélation des 12 bases d'écoute de la CIA en Ukraine dès 2004. Tout à fait. C'est sorti dans le New York Times, c'est pas sorti dans le Nouvel Obs ou dans l'Express. Donc moi, concernant l'envoi de troupes français, je suis totalement hostile. Parce que ça, c'est un engrenage de plus. Et au bout du bout, quand on aura monté l'escalier comme des somnambules, il y aura quoi? La guerre nucléaire? La mort de 70 millions de Français? J'ai pas envie. Oui, je crois que vous n'êtes pas le seul à pas envie, Bruno. Merci Bruno. en tout cas. On a Marc qui nous appelle depuis Bordeaux en Gironde. Bonjour Marc. Bonjour Marc. Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Berkoff. Voilà, je suis fondateur d'un collectif. En fait, nous sommes 3 collectifs en France à lutter contre l'escalade depuis 2022. Notre collectif, ça s'appelle La guerre ce sera sans nous. On a un site sur internet .wordpress.com. Il y a un autre collectif qui s'appelle Apocalypse Now, qui a aussi un site internet. Et puis il y a un 3e collectif citoyen qui s'appelle Les Enfants de la Drôme et qui fait au niveau local des manifestations de terrain contre l'escalade dans laquelle nous sommes entraînés. Alors j'ai entendu tout ce qui s'est dit. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit ce militaire et la dernière personne qui vient d'intervenir. Je partage tout à fait cette analyse. Nous ne sommes pas évidemment. Dès que nous ouvrons la bouche, nous sommes traités de poutinolâtres. Mais comme malheureusement les quelques voix qui osent parler, de complotistes et d'agents de l'étranger, bien sûr. Bien sûr, on a entendu des vertes et des pas mûres. C'est bas. Mais vous souhaitez qu'on négocie, que ça s'arrête, que ça ne continue pas sur le rythme dans lequel ça continue? Écoutez, si ça continue comme ça, Macron l'a très bien dit, on va vers la guerre mondiale, c'est aussi simple que ça. Macron l'avait dit dans son discours du 16 février. Au début, on fournissait des casques et puis les gens disaient pas discutaient sur les armes défensives, les armes offensives. On est passé très rapidement aux armes dites offensives, si tant est que ça ait un sens. Juste, pardon, je vous interromps, mais en fait, on voit très bien ce qui s'est passé. Enfin, mais quand même, il y a des gens qui peuvent vous dire, oui, mais attendez, la Russie ne va pas s'arrêter là, la Russie va aller beaucoup plus loin, et vous avez vu combien de gens parlent de Munich, de Daladier, de Chamberlain. Nous sommes à Munich en 1938, etc., etc. Ce n'est visiblement pas votre avis. Bien sûr, c'est de la propagande. Je nuancerai cet avis. C'est-à-dire que au début de l'intervention russe, il est établi qu'il y avait entre 120 et 160 000 hommes sur le terrain. Donc c'est la preuve que la Russie n'avait pas l'intention d'envahir toute l'Ukraine. Vraisemblablement, le but était de faire pression sur le gouvernement de Kiev pour l'amener à négocier. Ensuite, ces négociations, elles ont été sabotées. Et donc, devant l'absence de perspective diplomatique, et c'est là qu'on voit l'engrenage, les Russes ont augmenté leurs effectifs. Aujourd'hui, ils ont plus de 600 000 hommes. Donc aujourd'hui, oui, ils sont prêts à envahir l'Ukraine et ils n'ont pas d'autre choix puisqu'il n'y a pas de négociation. Il y a un refus de négocier, sauf à évacuer l'Ukraine et la Crimée, ce dont il est hors de question, évidemment. Oui, Zelensky d'ailleurs l'a dit, pas question de négocier tant que Poutine sera au pouvoir. Depuis hier, ça paraît mal barré, quoi. Oui, bien sûr. Donc, il y a un refus de négocier, et donc il n'y a pas d'autre voie que l'escalade. Et c'est ce à quoi on assiste. Alors, il y a un cran très grave qui a été franchi dans l'escalade par Monsieur Macron, c'est la déclaration de l'envoi des troupes au sol. Et on entend la petite musique parce que nous, malheureusement, et ce qui me désole, c'est que depuis 2 ans qu'on prêche dans le désert, les gens nous mettent des petits likes. Je suis passé sur TV Liberté, je suis passé sur Radio Courtoisie, sur différents médias. On a eu des dizaines de milliers de vues, les gens disent très bien, bravo, commentaires, mais c'est tout.
C'est tout. Oui. Les gens qui sont prêts à manifester sur le terrain, il y en a quelques dizaines. Et moi, ce qui me désole, c'est que on a face à nous une machine médiatique extrêmement puissante, coordonnée. Vous êtes un des rares résistants, je dirais, dans ce milieu, ce paysage médiatique. Et à chaque fois, on nous habitue à la petite musique du cran suivant. Donc là, on nous a vendu les armes. Maintenant, on commence à parler de troupes au sol. Bon, rassurez-vous, c'est pas vos enfants. On va envoyer des militaires professionnels. Et puis, une fois que les militaires professionnels seront sur place et qu'un certain nombre aura été tué, comme le disait. Oui, effectivement, il peut y avoir un engrenage, mais moi je reste optimiste. Je pense que cet engrenage, à un moment donné, peut être arrêté. En tout cas, merci de vos témoignages, merci du fait que voilà, vous dites votre opinion, et nous on est ici pour recueillir toutes les opinions. Ça c'est clair, y compris celles qu'on cherche à museler. Merci beaucoup Marc d'avoir été avec nous. On marque une courte pause sur Sud Radio et on se retrouve dans un instant pour les perles, les huées et les bravos bien sûr d'André Berkoff. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Nous parlions des médias, certains vont très 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 bien leur boulot et d'autres pratiquent ce qu'on appelle l'art de la charcuterie et de la semi-vérité ou du semi-mensonge. Vous allez voir, ça n'a rien à faire avec l'Ukraine, mais c'est intéressant. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Les perles du jour. C'était ce que s'est dit Trump, un certain Donald Trump, promoteur immobilier, multimilliardaire. Il voulait avoir l'Amérique, il l'a eu en 2016, il l'a perdu en 2020, il cherche à la regagner aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, au-delà de ce qu'on peut penser, de ce qu'on peut adorer ou détester Trump, c'est la manière dont aujourd'hui, en pleine campagne électorale, un certain nombre de médias, pas tous encore une fois, vous savez que je déteste généralisation, traitent l'information. Voici dans un discours à Ohio un petit extrait de ce qu'a dit Donald Trump. 4% of the automobile manufacturing business in our country, think of it, went to Mexico. China now is building a couple of massive plants where they're going to build the cars in Mexico and they think that they're going to sell those cars into the United States with no tax at the border. Now, if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole... That's going to be the least of it. It's going to be a bloodbath for the country. That'll be the least of it. Alors effectivement, il parlait, je traduis très rapidement, il parlait du fait de l'invasion de voitures étrangères aux États-Unis, évidemment par la Chine, qui passait par Mexico, etc. Et que on avait, enfin selon lui, l'administration Biden avait réduit les taxes d'importation à pratiquement rien, à zéro. Et il disait, moi, si effectivement, et je l'ai dit à Xi Jinping, si je reprends le pouvoir, évidemment, ça ne se passera pas comme ça. Et il parlait, je rappelle, en Ohio, la patrie de l'automobile, avec Detroit, avec d'autres États, voilà, des États-Unis. Et donc, il a dit, si on ne fait pas ça, ce sera un bain de sang pour l'industrie automobile et pour le pays. Et alors, ce qui est extraordinaire, ce qui est en tout cas intéressant, c'est que dans un certain nombre de télévisions, de radios, de journaux, de quotidiens, on dit ceci: si je ne suis pas élu, dit Trump, ce sera un bain de sang. Et évidemment, ça devient tout à fait autre chose. Voilà, regardez ce fou, ce Néron, ce Caligula, voilà ce qu'il veut, voilà, si je ne suis pas élu, ce sera un bain de sang. Non, il a dit, si je ne suis pas élu, en tout cas, ce sera un bain de sang pour l'industrie automobile américaine. Voilà, vous voyez, c'est ce qu'on appelle les petits arrangements avec la vérité. On l'a vu en Ukraine, on l'a vu pour le Covid, et on le voit aujourd'hui, ça continue encore et encore. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Oui, la police tue, la police nous tue, la police est vraiment la dernière des dernières. Alors vous allez me dire, mais c'est pas nouveau ça. Non, c'est absolument pas nouveau. C'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est très simple. Là, hier,
Eh bien, suite à effectivement au décès de Wanis R, qui est mort à scooter mercredi dans une course-poursuite à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, donc un scooter monté par 2 jeunes hommes a été poursuivi par la police après un refus de contrôle. Eh bien, après, on part dans quelque chose qui est devenu pratiquement un exercice quotidien. Voilà. Le commissariat de la Courneuve a été le cible de tirs de mortier d'artifice, de projectiles et de cocktails Molotov de la part de plusieurs dizaines d'individus ce dimanche soir. Oui, mais vous allez me dire, attendez, ce n'est pas grand-chose par rapport à Rennes, où pendant 1 heure, des narcotrafiquants se sont affrontés à coups de Kalachnikov et d'AK-47. Mais oui, regardez, là, il n'y a que du mortier d'artifice, un peu de projectiles et de cocktails Molotov. C'est pas grand-chose. On en est là. On en est vraiment là en France en 2024, qu'on se dit mais regardez, on aurait pu avoir pire. C'est vrai, on aurait pu avoir des drones armés, bien sûr, mais ça ne saurait tarder. On va récupérer un certain nombre d'armes de l'Ukraine au marché noir, et puis tout va aller pour le mieux. Dans le meilleur de quoi? Des semi-mondes, des quarts-mondes, des effondrements de monde. C'est ça qu'on veut. Réaction. Pas de réaction. On condamne avec beaucoup de fermeté. Et je vous assure, ça ne se reproduira pas. Jusqu'à la prochaine, bien sûr, à Pâques ou à la Trinité. Et plus, sous affinité. On marque une petite pause sur Sud Radio. On se retrouve après les infos de 13h pour le face-à-face d'André Berkoff, où André recevra Jean-Loup Bonamy. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. 13h04 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face du jour. Aujourd'hui, André Berkoff, vous recevez un homme aux multiples facettes, normalien, agrégé de philosophie, docteur, essayiste, spécialiste en philosophie politique et surtout auteur de ce livre L'Occident déboussolé aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Jean-Loup Bonamy. Bonjour. Alors Jean-Loup Bonamy, l'Occident déboussolé, effectivement. Est-ce qu'il est vraiment déboussolé ou est-ce que vous avez été... allez, je ne dirais pas indulgent, mais bienveillant. Est-ce qu'il n'est pas plus que déboussolé en ce moment? Est-ce que ça ne va pas plus loin? Ah, ça va. Alors là, je vois un certain pessimisme, cher André. En tout cas, je pense que, vu votre question, nous serons d'accord pour dire qu'il est au moins, à minima, gravement déboussolé. Et en effet, les choses vont peut-être plus loin. On voit que, globalement, une crise globale de l'Occident en général et de la France en particulier, avec une montée de l'individualisme, un narcissisme également des individus, qu'on voit par exemple très bien dans la classe politique, et une atomisation de la société, et également une crise de la transmission, avec, ça a été aussi au cœur de mon livre, justement un Occident et une France qui oublient leur passé, qui renient leur histoire. Oui, presque, ils le renient presque. Exactement. Qui effacent leur identité. Je vous cite par exemple un certain Emmanuel Macron, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui disait, je cite, « Il n'y a pas de culture française ». Voilà. Où on peut également penser à l'affiche surchargée des Jeux Olympiques, où ne figure ni la croix chrétienne des Invalides, ni le drapeau tricolore, etc., etc. Mais alors justement, on va en parler, on va parler tout au long de cet entretien, Jean-Loup Bonamy, mais plusieurs personnes déjà ont dénoncé effectivement cette espèce de, comment dire, de reniement de soi, ou de refus, ou de, on a dit, ou de masochisme pour certains, enfin peu importe. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus grave? Moi, j'étais très frappé, on va parler des ressorts, mais je lisais et c'est très intéressant, votre introduction. J'ai pas lu que ça, hein, rassurez-vous. Dans le train qui vous amène de Besançon à Belfort, voilà, il y a un type à capuche qui dort, là, le contrôleur, la contrôleuse, je sais pas comment on peut dire aujourd'hui, là, essaie de le souhaiter, il dit, ouais, je repars, va te faire voir, salle française et tout. Et après, il prend le vous, il commence à la tutoyer, vous êtes raciste, etc. Et quand il lui dit, vous êtes raciste, je suis ce que vous avez... Pardon, excusez-moi. Et elle est tétanisée, et elle le laisse, enfin, elle n'insiste pas. Et à ce moment-là, arrive quelqu'un qui est un peu un gaillard, qui a, quoi, je crois, le Coran, enfin, en médaillon. Un croissant autour du cou. Un croissant autour du cou, et qui dit, attends, il dit, Oti, tu vas pas t'en tirer comme ça, c'est pas parce que tu lui refuses, regarde, qu'est-ce que c'est, moi aussi je suis musulman, et qu'est-ce que tu as à faire ça? Mais moi, la question que je vais vous poser d'emblée,
est-ce que, à part elle et lui, est-ce que d'autres ont réagi ou chacun plongé dans son portable, son livre ou son journal? Très franchement. Il y avait assez peu de monde dans le train et les choses sont en fait allées assez vite. Vous savez, ces scènes, quand on les raconte, on a toujours l'impression qu'elles sont longues et en fait, elles vont très vite. Et donc, ce que j'ai voulu faire dans ce livre, qui est un livre de réflexion et d'analyse, mais c'est de commencer chaque chapitre, y compris l'introduction, par une anecdote vécue, d'être un peu le témoin du pays réel et après d'analyser cette anecdote et de voir justement, puisqu'une anecdote c'est un petit fait révélateur, de voir ce que ça nous dit, ce que ça nous révèle. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà de l'incivilité, de l'insécurité dans ce pays. Vous parliez par exemple du commissariat à la Courneuve, avec un homme qui n'a pas de billet de train, et immédiatement on en vient à la menace, même à la menace de mort, hein, et à carrément. Et oui, carrément. Oui, il y aura du sang sur les. Exactement. Voilà, c'est ce qu'il lui dit donc très clairement menace de mort. Et on voit bien également, sans surprise, de quel type d'individu ça émane. C'est-à-dire, globalement, je crois que ça avait été la formule de Nicolas Sarkozy quand il parlait des racailles. Voilà. On voit très bien de quelle personne ça est. Ensuite, la deuxième chose, c'est de voir également que la contrôleuse qui était restée imperturbable face à ces insultes et menaces, par contre, c'est immédiatement a fait marche arrière quand l'homme lui a dit oui, mais de toute façon, c'est parce que je suis arabe, vous êtes raciste. Et l'a accusé de racisme. D'ailleurs, la contrôleuse qui avait pu faire face à quelqu'un d'intimidant physiquement, qui l'insultait, qui la menaçait de mort, elle n'a pas pu faire face à l'accusation, pourtant totalement mensongère de racisme. Elle n'avait absolument rien dit de raciste. Ça, c'est la deuxième chose que j'ai constatée, c'est qu'il y a aujourd'hui une dictature du discours antiraciste, où on va accuser systématiquement de racisme, d'islamophobie, de discrimination, de manière totalement infondée, pour en effet désactiver un certain nombre de critiques, empêcher un certain nombre de débats, excuser un certain nombre d'actes, etc., etc. Et enfin, la troisième chose, c'est là aussi où cette anecdote me semblait intéressante, et peut-être que c'est ce que ne voit pas quelqu'un comme Éric Zemmour. Éric Zemmour, je crois qu'il était encore ce matin à la radio sur beaucoup de sujets d'immigration, d'insécurité. Bien sûr, il dénonce les choses avec courage et lucidité, mais il y a aussi des choses qu'il ne voit pas. Par exemple, dans ce train, il y a un homme qui s'est interposé, qui en fait était un contrôleur, un agent du service de sécurité de la SNCF en civil, et l'homme lui aussi était maghrébin, il était très visiblement musulman puisqu'il avait un croissant en pendentif autour du cou, et lui s'est interposé, il a dit non, c'est hors de question, vous n'allez pas vous en tirer comme ça, et donc la contrôleuse va vous mettre une amende et moi je suis là pour intervenir en cas de problème et de toute façon j'appelle la police et dès qu'on sort ils vous réceptionnent. Et moi voyez, je suis arabe, je suis musulman, mes parents ont fait le pèlerinage, ma mère elle est voilée, vous ne pouvez pas me traiter de raciste, donc ça ne prend pas sur moi. Voilà. Donc c'était exemplaire que les gens ne sont pas tous à caser dans telle ou telle étiquette. C'est exemplaire à la fois des problèmes réels et graves que pose l'immigration, il faut pas se voiler la face là-dessus, notamment de son lien avec l'insécurité. Mais c'est aussi exemplaire du fait qu'il faut pas essentialiser, pas mettre tout le monde dans le même sac. Bien sûr. Et là quand même, un homme qui lui dit que sa mère est voilée, qu'un croissant autour du cou, et que justement qui refuse de rentrer dans cette logique du chantage au racisme et qui lui s'interpose. Donc j'ai voulu montrer cette complexité du réel. Il faut pas se voiler la face et en même temps il faut pas penser que il y aurait un choc des civilisations où tous les musulmans seraient des délinquants, etc. Parce que c'est vraiment pas le cas. Mais est-ce que vous récusez, parce que vous allez plus loin dans votre livre, vous récusez quelque peu la notion de Huntington, le choc des civilisations. Vous n'y croyez pas ? Alors moi, globalement, oui, je récuse cette théorie du choc des civilisations d'Huntington, aussi à laquelle est très attaché Éric Zemmour, pour plusieurs raisons. Au moins pour 3 raisons, je vais aller très vite. La première, c'est parce que pour qu'il y ait choc de civilisation, il faut civilisation. Il faut qu'il y ait une civilisation. Moi, j'ai plutôt l'impression que l'Occident se décivilise, qu'il perd sa culture, qu'il perd son identité. Moi, il y a beaucoup de choses que je vois. Voyons, on parlait de la fiche. Par exemple, vous parlez de perd sa culture, perd son identité, se décivilise.
Donnez-moi un ou deux exemples concrets, vous voyez que très ça se passe. Récemment, il y a eu un sondage auprès des élèves de lycée français. Il y en a plus de la moitié qui ne connaissaient pas la date de la Révolution de 1700, enfin qui ne savaient pas que la Révolution française était en 1789. Voilà un exemple. Près de la moitié. Oui. Également, quand on détruit des constructions mégalithiques, des dolmens en Bretagne, pour à la place construire un magasin de bricolage. Voilà. D'ailleurs, c'est marrant, ça avait été annoncé, ça avait été dénoncé par Philippe de Villiers, relayé par les médias. Ensuite, on a dit que c'était une fake news, et enfin, on a découvert que non, c'était pas une fake news, que juste Philippe de Villiers n'avait pas utilisé pour illustrer son propos la bonne photo, mais en fait, l'information était exacte. Donc, et vous savez ce qui s'est passé? Est-ce que c'est en train d'être construit? Oui. Oui, ça, normalement, des échos, oui. D'accord. Oui, et donc ça, voilà un exemple de décivilisation. Et ça, ou aussi on en parlait tout à l'heure, quand Emmanuel Macron dit il n'y a pas de culture française, voilà un signe de crise de la civilisation occidentale. Et moi je suis pas pour prendre des boucs émissaires. Ce ne sont ni des musulmans ni des immigrés qui ont fait une affiche des Jeux Olympiques sans le drapeau français et sans la croix chrétienne sur les invalides. Ça, c'est notre propre crise interne dont nous sommes les seuls responsables. Et après, les autres problèmes qui viennent se greffer dessus sont des maladies opportunistes. Mais nous sommes les responsables de notre propre effondrement civilisationnel. Alors, on va parler de ça, Jean-Loup Bonamy. Pourquoi sommes-nous responsables et de quelle façon nous avons laissé faire et nous avons laissé ouvrir les digues? C'est très important. D'un barrage qui devait quand même... c'est pas un barrage contre le pacifisme ni contre le Pacifique, comme disait Marguerite Duras, mais c'est un barrage qui devait tenir, et pour le moment c'est branlant. On en parle tout de suite avec Jean-Loup Bonamy, avec vous au 0826 300 300 pour réagir à l'émission ou pour poser toutes vos questions. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Depuis que j'écoute Sud Radio, avec Elisabeth Lévy, Jean-Jacques Bourdin, sans oublier Patrick Crochet et André Berkoff, on est certain d'entendre parler vrai dans la matinale de Sud Radio, figurez-vous. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Jean-Loup Bonamy, l'Occident déboussolé aux éditions de l'Observatoire. Oui, l'Occident aussi dans tous ses états. Et on se demande dans quel état il erre, si je peux me permettre. Jean-Loup Bonamy, justement, on parlait de cette espèce de... On peut l'appeler de diverses manières, mais des espèces d'abandon par l'Occident, ou en tout cas de laisser aller de ce qui faisait ses spécificités. Il n'en a pas qu'une, bien sûr. Et on a commencé par... voilà, vous avez parlé de ce qu'on a déjà, auquel on a vu et assisté. Et au fond, c'est quoi? C'est une volonté, c'est un plan, c'est une volonté d'en haut avec une passivité d'en bas. C'est quoi pour vous? Alors, moi, je crois que ce n'est pas un plan. C'est voilà, il y a un effondrement qui va puiser loin en profondeur. Vous voyez par exemple le recul de toutes les formes de sacré. Ça, c'est quelque chose qui me paraît fondamental en Occident. C'est-à-dire, le sacré, ça peut être le sacré religieux, par exemple chrétien, et ça peut être aussi un sacré laïque, par exemple les communistes avec le tombeau de Lénine sur la place Rouge à Moscou. Le sacré avec en fait une volonté du collectif. Exactement. Quelque chose qui donne du sens à la vie, quelque chose qui transcende l'individu, quelque chose qui crée du lien. Et vous voyez bien qu'il y a une crise du sacré en Occident, une forme de nihilisme, de désenchantement du monde. Et cette crise du sacré, eh bien, elle ouvre la voie à toutes les formes d'identité de substitution, parce que l'individu, même s'il a des biens matériels, il a besoin d'une identité. Si on ne lui apporte pas une identité, par exemple, si on ne lui apporte pas l'amour de la culture française, etc., etc., il ira ou de l'histoire de France, ou de l'histoire de France, exactement. Il ira chercher une identité de substitution ailleurs. Et de même, il a besoin de sacré. Et si il vit dans un monde complètement désenchanté, désacralisé et déboussolé, puisque c'est le titre du livre, eh bien, il ira là aussi chercher des sacrés de substitution qui peuvent être le djihadisme,
mais aussi les sectes, par exemple, ou le wokisme, etc., qui sont des formes de religion, de substitution dans un monde déboussolé. Et en fait, il n'y avait donc pas de garde-fou, il n'y avait pas de barrage. En fait, tout ça, tout ça a ruisselé un peu partout, sans qu'on y prenne garde. C'est ça qui est intéressant, parce qu'on pourrait se dire quand même, il n'y a pas des gens qui ont averti ou alerté, je ne parle pas seulement des intellectuels, des politiques ou autres. En fait, ça s'est passé dans une espèce de consentement ou honteux ou tacite ou pas. C'est quoi? C'est la passivité qui a joué là. Moi je pense que ce qui caractérise notre temps en politique, c'est le manque de volontarisme, la passivité, l'inertie. Voilà. D'ailleurs, on l'a connu, ça avait même été utilisé comme slogan, c'est pas de vague. Voilà. Et je pense qu'il y a par exemple des intellectuels qui ont alerté sur ces sujets, sur ces dérives, et qui hélas n'ont pas été écoutés. Et je pense qu'à part quelques honorables exceptions, vous savez, par exemple, Jean-Pierre Chevènement ou quelques-uns comme ça, mais dans leur très large majorité, les politiques ont été d'une grande lâcheté. Voilà. Et justement, ils se sont laissés tétaniser. Ça, je pense que ça a été aussi un élément, voilà, la lâcheté des politiques. C'est Munich tous les jours. Oui, c'est intéressant. C'est même Munich ta mère, si je peux permettre ce slogan. Munich voilà. Et ce qui est, oui, c'est bien. Je vois que vous connaissez les codes. Normal. Un professeur de philosophie, c'est normal. Non, mais Jean-Loup Bonamy, quand même, ça, très bien. On a fait le constat, on l'a entendu, vous le faites, mais vous le faites de manière originale et surtout de manière synthétique au bon sens du terme. Et alors, parlons de ça. Et il y a eu vous savez, il y a eu le syndrome colonial, voilà, la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine, et puis les racisés, et puis le woke, et puis tout cela. Et ce qui est intéressant, c'est comment vous expliquez que, par exemple, l'islamisme radical et le woke ont trouvé des terrains de rencontre, je ne dis pas d'alliance, alors que franchement, s'il y a quelque chose qui est différent, opposé aux antipodes, c'est le woke ou LGBT et l'islamisme. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, dans l'histoire, ça s'est déjà vu et ça s'est mal fini. Vous savez que à la fin des années 70, en Iran, la gauche iranienne et notamment le parti communiste s'étaient alliés contre le régime du Shah, s'étaient alliés aux islamistes de l'ayatollah Khomeini. Ils ont ensemble balayé le pouvoir, le Shah. Et quand l'ayatollah Khomeini a été au pouvoir, la première chose qu'il a faite, c'est d'éliminer, de massacrer ses anciens alliés communistes. Le Tudeh. Oui. Voilà. Il se passe aussi aujourd'hui la même chose entre justement l'islamisme, que moi je distingue bien de l'islam. Voilà. Il faut vraiment, pour moi, il n'y a pas de confusion à avoir entre islam et islamisme. On est d'accord. Et donc, il y a une alliance contre nature, dirigée contre la France par une haine, une détestation commune de la France, entre le wokisme et l'islamisme. Or, il me semble que les théories néo-féministes ou pro-LGBT du wokisme ne sont pas vraiment au goût des militants islamistes. C'est le moins que l'on puisse dire. Voilà. Si on regarde mais en fait, pour moi, à mon avis, les moins naïfs, les plus intelligents dans cette alliance contre nature, ce sont les islamistes qui savent très bien instrumentaliser le wokisme. Et je pense surtout, moi, ça a été la thèse de mon livre, ça a été de dire que dans cette haine de soi, dans cette haine que l'Occident a envers lui-même, il y a en fait un profond narcissisme et un profond paternalisme. On veut rester au centre du monde, on veut être l'acteur unique de l'histoire et s'attribuer tout le mal. Les mérites. Voilà. Or, attendez, comment peut-on être au centre du monde? Oui, j'ai lu cela. Oui. Et là, j'ai quelques réserves, parce que vous dites l'Occident veut rester au centre du monde. Et en fait, il y a une posture colonialiste qui consiste à dire, mais écoutez, s'il est racisé, effectivement, il faut l'excuser, toute la culture de l'excuse qu'on connaît. Sauf que ce n'est pas être très valorisant de se dire du matin au soir, c'est ma faute, c'est moi, le salaud, le patriarcat, le violeur, le colonisateur,
éducateur, etc. C'est pas très valorisant tout ça. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans mon ouvrage, je reviens justement sur l'histoire de l'esclavage et des esclavages, des traites esclavagistes au pluriel. Et en fait, il faut le savoir, c'est qu'il y a 3 grandes traites esclavagistes. La première faite par les Européens, en fait par une toute petite minorité d'Européens, et qui était vraiment une traite odieuse et criminelle. Et je pense que là, l'Occident doit reconnaître ses fautes et ses crimes. Il l'a reconnu. Ouais. Il y a une deuxième traite qui a duré 8 siècles, qui était la traite arabo-musulmane, et qui a concerné vraiment, on pense que plus de 15 millions d'esclaves noirs ont été réduits en esclavage par le monde arabo-musulman. Et en fait, en 11 millions de castrés. Exactement, puisqu'on les castrait pour en faire des eunuques dans les harems, et notamment dans les années 1920. Donc en fait, assez récemment, il y avait encore des marchés aux esclaves noirs à Marrakech, au Maroc. Et enfin, la troisième chose, c'est la traite intra-africaine, c'est-à-dire des ethnies africaines noires qui en réduisaient d'autres en esclavage. Et par exemple, quand les Britanniques ont aboli l'esclavage, il y a une lettre de protestation du roi du Dahomey. Le Dahomey, c'est le Bénin actuel, et c'est ce qu'on appelle en fait les royaumes négriers, c'est-à-dire des royaumes noirs africains qui étaient spécialisés dans le fait de réduire en esclavage d'autres tribus. Et en fait, ce que l'Occident ne peut pas supporter, c'est d'être comme les autres. C'est finalement, il a réduit en esclavage de manière tout à fait odieuse et criminelle dans le cadre de la traite transatlantique, mais en fait les autres aussi. La guerre, le colonialisme, l'esclavage, même le génocide sont les choses les mieux partagées au monde. Et en fait, l'Occident déboussolé ne supporte pas d'être comme les autres, ni meilleur, ni pire. Et donc, il préfère encore... Il préfère être le pire, le pire dans le pire et le meilleur dans le meilleur. Regardez, je suis différent des autres. Je ne suis pas comme les autres. Je suis l'acteur central. Alors, il y a un siècle, on voulait être l'acteur central, unique, priver les autres d'histoire autonome pour s'accaparer tout le bien et dire nous sommes le phare de la civilisation. Hein, vous savez, la colonisation, c'est une idée de gauche. Hein, c'est Jules Ferry qui parlait de la mission civilisatrice. Et maintenant, on veut s'accuser de tout le mal, mais pour toujours ne pas être comme les autres. Mais même, je peux encore vous donner un exemple. Pour être les plus, pour être les plus fautifs, exactement, les plus coupables, les plus à honnir. On va se retrouver juste après cette petite pause. On va continuer. Vous donnerez votre exemple, Jean-Loup Bonamy. Et vous aurez la parole évidemment 0826 300 300 et vous pouvez réagir en direct sur le Facebook de la page de Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. De retour dans Berkov dans tous ses états, nous sommes toujours avec Jean-Loup Bonamy qui vient nous voir pour son livre L'Occident déboussolé, c'est aux éditions de l'Observatoire. Alors justement, cet Occident déboussolé, Jean-Loup Bonamy, dont on parle déjà depuis une demi-heure, et votre livre, je le recommande, c'est vraiment un livre très intéressant parce que vous faites l'inventaire, mais vous dites aussi, au fond, est-ce que c'est un Occident qui se veut encore, vous l'avez dit déjà, mais qui se veut encore le meilleur. Ça veut dire, si je suis une ordure, pour être très caricatural, je suis la meilleure des ordures, mais si je suis, parce qu'il faut pas oublier, tout a été inventé, enfin, les droits de l'homme, la Magna Carta, etc., c'est l'Occident, quand même, tout. Je veux pas rappeler Rome, Athènes et Jérusalem et compagnie, mais bon. Est-ce qu'aujourd'hui, quand même, on est encore sur la ligne de crête qui oscille entre c'est ma faute, c'est ma très grande faute, je me fouette, je me lapide, etc. Et parce qu'on sent plutôt ça aujourd'hui. Oui. Qui défend l'Occident ? Très très peu.
Bien sûr. Ouais. Mais donc, je suis bien d'accord avec vous. Moi, ce que j'ai essayé de démontrer dans mon livre, c'est que ce néo-antiracisme dont on parle, en fait, est qu'il est vraiment raciste. Alors, non seulement il est raciste anti-blanc, ça on l'a souvent dit, mais il est raciste aussi et surtout contre les personnes issues de l'immigration. Et en fait, ce néo-antiracisme se moque complètement des impacts concrets sur la vie des personnes issues de l'immigration. En quoi il est raciste envers les personnes issues de l'immigration? Je vais vous donner plusieurs exemples. Ouais. Premier exemple, aux États-Unis, il y a eu le mouvement Black Lives Matter. Oui, le mouvement Black Lives Matter qui en effet... Les vies noires comptent. Exactement. À l'origine, dénonçait à juste titre un certain nombre d'abus réels de la police américaine contre des citoyens américains noirs. Mais simplement, ce qu'on ne nous a pas dit dans Black Lives Matter, c'est que 93% des noirs qui sont victimes d'homicides aux États-Unis sont tués par d'autres noirs. 93%, statistique officielle du FBI. Sur la toute petite minorité de 7% qui reste, il y en a encore une bonne partie qui sont tués en fait par des latinos dans le cadre du trafic de drogue. Donc en fait, des noirs qui sont tués par des blancs aux États-Unis, ça arrive, c'est tout à fait condamnable et regrettable, mais c'est extrêmement rare. Et donc Black Lives Matter avait un slogan qui était coupons les financements de la police, defund the police. Ouais. Et dans quelques municipalités progressistes, ce slogan a été mis en œuvre. On a réduit fortement les crédits de la police. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Flambée de l'insécurité, explosion du nombre d'homicides et surtout montée en flèche du nombre de noirs victimes d'homicides. C'est-à-dire un programme qui prétendait, le résultat d'un programme qui prétendait défendre les vies noires, très concrètement, ça a amené à la mort de noirs et ça a aggravé le problème. Autre exemple, il y a des militants woke qui en fait bien souvent sont des blancs, ce néo-antiracisme est quand même surtout porté par des blancs qui aux États-Unis trouvaient que les programmes de mathématiques étaient racistes et qu'il fallait faire des programmes spéciaux pour les noirs. Mais ça c'est raciste. Des mathématiques antiracistes. Exactement, des mathématiques antiracistes qui sont en fait des mathématiques allégées, édulcorées, où on renonce à toute exigence de précision et de rigueur. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Le niveau des élèves noirs en mathématiques a chuté et les parents blancs qui en avaient les moyens ont retiré leurs enfants des écoles publiques pour les mettre dans des écoles privées où il y a quasiment que des blancs. Donc vous voyez que le néo-antiracisme amène en fait, se moque complètement des réalités concrètes et amène à des catastrophes pour les Noirs et les personnes issues de l'immigration. Et je vous donne encore un dernier exemple, c'est qu'on nous parle beaucoup justement de l'esclavage. Je rappelle de l'esclavage mis en place par les Européens. Je rappelle que cet esclavage a été aboli par exemple par la France en 1848. C'est déjà trop tard et ça aurait été mieux qu'il n'ait jamais lieu. Mais il a été aboli. Il a été aboli. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, en 2024, il y a 46 millions d'esclaves dans le monde. 46 millions d'esclaves. Aujourd'hui, il y en a par exemple, alors une bonne partie sont en Asie, une autre partie en Afrique, un peu aussi en Amérique du Sud. Et par exemple, sur ces 46 millions, vous avez 300 000 esclaves au Mali. Aujourd'hui, au Mali, pays dans lequel l'armée française est intervenue, vous avez 300 000 esclaves. Il y a des journalistes du journal Le Monde, c'est pas moi qui le dis, c'est du journal Le Monde, qui, au Sénégal, ont rencontré des esclaves qui appartiennent à la famille du président sénégalais, Macky Sall. Mais ça n'intéresse pas du tout le néo-antiracisme. Ils préfèrent nous parler de l'esclavage sur le continent américain il y a 2 siècles, parce que ça a été mis par les Blancs. Alors évidemment, comme c'est les Blancs qui ont été esclavagistes, il faut en parler pour montrer, comme vous l'avez dit, qu'on est les meilleurs des salauds, qu'on est les plus grands des salauds. Mais par contre, les 46 millions d'esclaves qui aujourd'hui triment et meurent, ça n'intéresse pas le néo-antiracisme. En fait, ce que vous dites, et c'est vrai que c'est un peu planétaire, c'est l'indignation en géométrie variable. Tout à fait. Deux poids, deux mesures. C'est-à-dire, si c'est un, entre guillemets, racisé qui commet un crime même abominable, contre un autre racisé, on lui trouve des excuses. Et contre un blanc aussi. Oui, contre exactement. un blanc aussi, on lui trouve des excuses. Encore un exemple, vous savez qu'il y a un célèbre créateur de chaussures de luxe. Vous savez, ces chaussures à semelles rouges. Christian Louboutin. Exactement. Monsieur Louboutin, il a pris comme égérie Madame Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré. Adama Traoré, qui était un délinquant multirécidiviste, qui est mort lors de son interpellation par la gendarmerie. Voilà, le capitalisme woke, avec un wokisme totalement soluble dans le capitalisme. Par contre, quand cet été, un jeune garçon de 10 ans, noir, musulman, d'origine comorienne, a été tué dans une fusillade entre dealers, alors là,
dans le sud de la France. On n'a pas entendu Monsieur Louboutin. De même... on ne l'a pas entendu quand Sokaina, une jeune fille d'origine maghrébine qui travaillait tranquillement, qui révisait dans ses cours dans sa chambre à Marseille, a été tuée d'une balle perdue, là aussi dans un règlement de compte entre dealers. Ça, curieusement, en fait, tous ces gens-là, tous ces blancs là, donneurs de leçons, et bien pensants, la vie des Noirs et des Arabes ne les intéresse que quand ils sont tués par des blancs. Par contre, quand, ce qui arrive assez souvent, c'est racisé, ces personnes noires, ces personnes arabes sont bien souvent victimes de crimes commis par une minorité de délinquants noirs et arabes, là ça n'intéresse plus du tout, on s'en moque. Alors eux, ils peuvent mourir en silence. Bah voilà, c'est ça que j'essaye de souligner, c'est que dans ce discours antiraciste, néo-antiraciste, il y a un profond racisme, non seulement un racisme anti-blanc, à la pause, nos auditeurs ne l'ont pas entendu, mais on parlait du scandale de Bradford, où pendant plus de 10 ans, des jeunes filles blanches de la classe ouvrière, blanches, britanniques ont été réduites en esclavage sexuel, torturées et prostituées par des gangs de Pakistanais. La police savait, elle avait des échos, elle n'a rien fait parce qu'elle avait peur d'être taxée de racisme contre cette minorité de délinquants pakistanais, et donc on a laissé faire. Et au bout de 10 ans, ça a été révélé par la presse, ça a été un énorme scandale. Au début, on avait parlé de fake news, finalement tout était vrai, il y a eu des procès, il y a eu des condamnations, et donc là, on n'en a pas parlé. L'esclavage sexuel des jeunes filles ouvrières blanches, ça n'intéresse pas les bien-pensants. Et de même, tous les Noirs, les Arabes, les Pakistanais, les Latinos, qui sont victimes des gangs, qui sont victimes de l'insécurité, ça n'intéresse pas non plus. Comme les 46 millions d'esclaves n'intéressent pas non plus. Tout ça parce que leurs maîtres ne sont pas blancs, donc ça n'intéresse pas. Mais ce qui est étonnant dans cette histoire, quand même, Jean-Loup Bonamy, c'est qu'on peut se dire, parce que ce que vous dites et ce qu'on dit, et ce que dit un certain, c'est frappé quand même au coin du bon sens. C'est-à-dire, ça n'a rien ni de discriminant, ni de raciste, et encore moins de raciste ou quoi que ce soit. On a l'impression qu'au fond, c'est vraiment le marché de la concurrence victimaire. Oui. C'est-à-dire, voilà, toi, t'es encore plus victime que moi, donc il faut que je te mette en tête de gondole de la victime, ou toi, tu es effectivement, moi ça me frappe beaucoup. Toi, tu es quelqu'un qu'il faut que je mette en étalant hors, justement, du bourreau. Et alors, les bourreaux sont devenus des victimes, et les victimes deviennent les bourreaux, c'est ça? Tout à fait. Avec des choses assez surprenantes sur le simple plan factuel. Par exemple, j'entendais il y a quelque temps Rama Yad, ancienne ministre de droite de Nicolas Sarkozy. Alors maintenant, elle est complètement cooptée dans les cercles américains. Les Young Global Leaders, exactement, par exemple. Et donc, complètement contaminée par la mode atlantiste. Elle disait, oh oui, moi, vous comprenez, je suis noire, et donc quand je passe en France, près de l'Assemblée nationale, devant une statue de Colbert, qui selon elle aurait joué un rôle dans l'esclavage. J'ai des gros problèmes. Voilà. Ouais. Et elle dit, je le vis comme une micro-agression. Donc elle reprend toute cette novlangue. Oui, alors sauf que Ramayad n'est pas d'origine antillaise. Les gens qui ont été victimes de l'esclavage, ce sont justement les Noirs du continent américain. Les Noirs aux États-Unis, les Noirs du Brésil, les Antillais. Ce ne sont absolument pas les Africains. C'est pas les Sénégalais qui, justement, puisque eux, ils sont toujours en Afrique. Donc c'est bien qu'ils n'ont pas été déportés par les Blancs. Au contraire, comme le dit d'ailleurs un film qui a été fait par un réalisateur noir et qui s'appelle tout simplement Noir, il y a une scène où justement un Antillais se dispute avec un Africain, et l'Antillais dit à l'Africain « Oui, mais vous nous avez vendus ». Voilà, ce sont des tribus esclavagistes africaines qui ont vendu les malheureux esclaves à justement à des horribles exploiteurs européens, mais il y a bien quelqu'un qui les a réduits en esclavage et vendus. Et donc Ramayad, elle n'est absolument pas descendante d'esclaves antillais vendus. Mais chacun se choisit des manteaux. Exactement, puisqu'il faut être victime à tout prix. Voilà, absolument. Et au fond, juste un mot, parce que je voudrais après on prendra des auditeurs, etc. Mais quand même, Jean-Loup Bonamy, voilà, ça c'est un constat, c'est bien de faire le constat, vous dites oui les solutions, mais c'est vrai que les solutions c'est beaucoup plus difficile. Mais il n'empêche que ce constat, vous l'avez fait brillamment, on le fait, beaucoup de gens le font, avec plus ou moins de bonheur, mais on se dit au fond,
Qu'est-ce qui fait qu'une minorité agissante, c'est pas nouveau dans l'histoire, peut comme ça prendre le pouvoir des idées, de ce qu'il faut dire, de ce qu'il faut faire, du politiquement, de l'éthiquement ou de l'idéologiquement correct, et quand même avoir des parts de marché non négligeables? C'est ça le problème. Oui, tout à fait. Tout en étant d'ailleurs très minoritaire dans la population française. D'ailleurs, dans le premier chapitre du livre, j'ai fait un parallèle. Je dis que pour moi, l'immigration est la continuité du colonialisme, et que vous savez, ces patrons qui sont très contents d'exploiter de pauvres travailleurs sans papier, d'avoir des esclaves qui vont livrer, d'avoir un petit esclave qui va livrer les sous-Uber, les sous, quoi. Exactement. En fait, ils sont comparables à ces horribles colons du début du XXe siècle qui voulaient faire suer le burnou et exploiter les travailleurs maghrébins et africains. Eh bien, en fait, la colonisation, elle était tout à fait minoritaire dans l'opinion publique française. La masse des Français était contre la colonisation. Eh bien, et pourtant, la colonisation a eu lieu. Ben, c'est exactement la même chose aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a 75% des Français qui souhaitent mieux réguler l'immigration, que la plupart des Français, justement, sont hostiles à ces histoires de repentance, à sens unique dont on parle, et que pourtant, il y a une petite minorité qui, là aussi, réussit à imposer ses vues, et notamment, moi je pense que l'une des grandes raisons, c'est une perte de la culture historique. C'est-à-dire que si là, par exemple, on vous jette au visage la question de l'esclavagisme, vous pouvez pas répondre parce que tout simplement, vous ne le savez pas, vous ne l'avez jamais appris. Oui, c'est vrai, l'esclavage transatlantique des Européens, c'est scandaleux, mais en fait, il y a eu 3 grandes traites, et dans ces 3 grandes traites, finalement, cet esclavage transatlantique criminel, c'est celui qui a déporté le moins d'esclaves. Voilà. Oui, tout à fait. Mais là, quand vous dites, effectivement, c'est le travail en tension, les zones en tension. Oui. Aujourd'hui, on a besoin de main-d'œuvre. Oui. Mais alors, vous vous dites, c'est pas, il dit, oui, mais, attendez, personne veut travailler en France, et tas de boulots dont les Français ne veulent pas, il faut bien que ces boulots se fassent, et vous êtes bien content, comme dit quelqu'un, et attention, dans la bonne conscience. Oui, mais alors, je crois que c'est même Dupond-Moretti. Qu'est-ce que vous ferez? Où vous aurez les femmes de ménage? Où vous aurez les gens qui vont nettoyer, les gens, etc. C'est-à-dire qu'on assimile tout ce qui est travail immigré à femmes de ménage, voirie, etc., et ouvriers du bâtiment. Bien sûr. Ce qui est d'ailleurs le cas, en principe. Oui, mais ce qui est aussi une vision très raciste. C'est le cas, non pas parce que ces gens sont noirs, mais parce que la France a fait ce choix-là de politique migratoire, de faire venir des immigrés globalement, en majorité, peu formés, peu qualifiés. Alors il y a aussi des médecins, mais globalement, la masse de l'immigration en France, c'est plutôt une immigration qui se distingue par son caractère peu qualifié. Et je vois bien l'imaginaire colonialiste et en fait raciste de ceux qui nous disent « Ah, mais il nous faut des femmes de ménage noires. » Voilà. Et en fait, ce que je leur réponds, c'est que ce qu'ils ignorent, c'est que énormément de Français sont prêts à faire ces métiers, sauf qu'ils n'habitent pas au bon endroit. Parce qu'en fait, il est devenu impossible de vivre. Le coût de l'immobilier, le coût du logement est devenu près de son travail, tellement cher qu'il est devenu impossible pour beaucoup de gens, pour beaucoup de Français des classes populaires ou moyennes, de vivre là où se concentre l'activité économique. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des immigrés qui vont accepter des conditions de logement très dégradées que les Français ne peuvent pas accepter pour des raisons culturelles et d'habitude, et qu'en fait des travailleurs maghrébins, africains exploités, et je dénonce leur exploitation, justement des travailleurs exploités, vont accepter parce que quand même ça leur permet, en se saignant, d'envoyer de l'argent à leur famille au pays. Et donc en fait c'est ça, c'est pas que les Français refusent, c'est que ils n'habitent pas au bon endroit, ils habitent dans la fameuse France périphérique, celle des Gilets jaunes, loin des bureaux de la Défense qui sont nettoyés par des femmes de ménage maliennes exploitées. On va parler de tout ça après une petite pause. La dernière de l'émission, on est ensemble jusqu'à 14h et puis vous aurez la parole 0826 300 300. Tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h49, toujours dans Berkov dans tous ses états, avec Jean-Loup Bonamy et avec Sandrine qui nous appelle depuis le Tarn-et-Garonne. Bonjour Sandrine. Bonjour Sandrine.
Oui, bonjour André Berkoff et bonjour Monsieur Jean-Loup Bonamy. Vous avez un très beau nom de famille. Merci. Juste voilà, je vous écoutais, c'était vraiment très intéressant parce que ce que vous dites, moi, ça fait longtemps que je le pense. Alors en gros, bon, moi je suis un peu, voilà, je suis née dans une grande ville en banlieue. J'ai 52 ans et moi j'ai fait mes études et j'ai réussi. Enfin, peu importe. Mais je veux dire, je suis agricultrice, voilà. Donc je connais les deux mondes. Voilà. Si vous voulez, je connais le monde rural, puisque ça fait bientôt presque 30 ans que j'exploite sur une exploitation. Et en plus, je connais aussi, parce que j'ai toute ma famille qui est sur Montpellier. Je voulais simplement dire que ce que vous dites, moi, je suis un peu en colère parce que, pas par rapport à ce que vous dites, mais la réalité, à un moment donné, il faut la mettre en face. Bon, surtout que moi, j'ai tout longtemps milité un peu côté gauche, très gauche, enfin, j'avais humaine. Voilà. Je dirais même, c'est même plus la gauche, la droite aujourd'hui, c'est souverain et libéral. Je vais dire humaine. Là-dessus, ce que je reproche, c'est qu'ils ont tout fait pour, en fait, en soi, tous les étrangers qui viennent en France, quelque part, ils ont dit qu'ils les aimaient, mais en fait, ils ne les aiment pas. Ce qu'ils aiment, c'est le pouvoir et l'argent. Voilà. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont tapé sur nous en nous disant que nous, on était les méchants, les racistes. Mais moi, je me pose, et je suis peut-être être très clivante, la classe politique qui vient à un moment donné d'une école, qui a fait une partie d'école de Sciences Po, qui la plupart se sont retrouvés journalistes et sont tous de mèche. Alors, on tape sur des journaux, comme tout à l'heure vous avez dit, Monsieur Berkoff, sur ci, sur là, sur On est pro, toutes les radios, les sites sont pro aussi. Mais ils font exactement pareil pour l'immigration. C'est-à-dire qu'ils sont gentils, il faut qu'ils viennent. Mais ils ne feront rien pour qu'ils réussissent. Mais strictement rien pour qu'ils réussissent. Et ceux qui réussissent, ils sont les oubliés. Ils sont les oubliés. Voilà. Mais voilà, pour moi, c'est mon point de vue personnel. Et après, je vais rendre un peu hommage à toutes ces gens qui disent il faut pour les métiers en tension. Écoutez, qu'ils viennent les immigrés. Mais je suis d'accord. Moi, je suis très contente que les migrants viennent. Mais alors, dans ces cas-là, il y a des métiers sur intention au niveau politique, au niveau même enseignant, carrément, on va dire, de l'université, et qui leur apprennent un peu la vie à ces jeunes qui sont nés en France et qui sont biberonnés par un gavage qui, personnellement, nous pollue depuis des années. Voilà. D'accord. Ok, merci Sandrine. Je crois que nous avons, avant que on donne la parole oui, alors, que répondez-vous? Non, on va pas. Que répondez-vous Oui, non, mais c'est-à-dire par rapport à ce que dit Sandrine. Oui, ce que dit Sandrine est tout à fait intéressant. C'est-à-dire que les décideurs ne sont pas les payeurs. Ceux qui prennent les décisions, en fait, ne les assument pas au quotidien. Voilà, c'est pas quand vous prenez un certain nombre de décisions, en même temps, vous n'habitez pas à la Courneuve où se concentrent, comme on l'a vu, un certain nombre de problèmes. Donc, il y a des gens qui prennent des décisions, qui en imposent les conséquences aux autres, mais qui eux-mêmes n'en payent jamais le prix. Ils ne mettent pas leurs enfants dans les écoles où il pourrait y avoir ce genre de problème. Je crois que c'était une chanson de Renaud en 2006 où il parlait des bobos et il disait les bobos mettent leurs enfants dans des écoles privées, privées de racailles, je me comprends. Voilà, c'est exactement ça. Et vous ne parlez pas d'une certaine ministre de l'Éducation nationale. Bon, c'est bien, Jean-Loup. On a Abdelak qui nous appelle de Mont-de-Marsan. Bonjour Abdelak. Bonjour Abdelak. Bonjour Radio. Bonjour. Je voulais vous féliciter du fond du cœur parce que l'émission elle est super intéressante. J'étais en train de rouler, je vous ai écouté. Et c'est vrai que moi, le fils de maghrébin qui est né en 70, je me reconnais dans tout ce qui a été raconté. Alors, je voulais juste dire que c'est vrai que ça a été compliqué pour nos parents, ça l'est encore compliqué aujourd'hui. Le souci qu'on a, c'est que même aujourd'hui, moi je suis de cette génération qui suis 70 après les regroupements familiaux. Ouais. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se dit en politique et tout, voilà, j'ai grâce à Solidarité Française, j'ai pu étudier. Voilà, aujourd'hui je suis entrepreneur, j'ai ma vie, j'ai payé ma maison, j'ai plus de crédit, j'ai rien. Tout se passe bien, je peux voyager, je parle couramment le français. Voilà, mais aujourd'hui, si vous voulez, on n'est jamais français en fait. Je souffre aujourd'hui de ça, comme beaucoup d'autres, quand dans le langage politique, on laisse dire ce qui ne se disait pas il y a 20 ans. Vous savez, il y a une espèce de tabou sur la xénophobie et autres. Aujourd'hui, on met en exergue des personnes aussi ridicules quand on les connaît très bien, qu'on les étudie, comme Bardella, où on les met. Et je me sens vraiment sali aujourd'hui, alors que je suis totalement français, fier de l'être. Je dis, c'est une violence inouïe, et j'en veux même pas au peuple français, j'en veux
aux politiciens qui laissent ce putain de discours dégueulasse. Aujourd'hui, j'entends des choses que je n'aurais jamais entendues à 53 ans. J'entends des choses que je n'aurais jamais entendues il y a 25 ans. J'aime la France pour autant, je sais qu'elle se soignera de tout ce qui est dégueulasse, de tout ce qui se peut se dire et tout, mais c'est une souffrance et aujourd'hui, malheureusement, je voyage de plus en plus au Maroc, j'ai les moyens, le temps et tout de le faire, et je vous assure, il y a un sentiment d'appartenance, je me sens en sécurité et plus à l'aise et moins frustré quand je suis au Maroc, alors que je suis français et que la France me manque totalement. Donc ça c'est pas anodin ce qui se dit politiquement. Alors, oui, Jean-Loup Bonamy. Je remercie Abdelhak pour son appel et ses mots. Et justement, je suis très content de son appel. Et d'ailleurs, il dit quelque chose sur le Maroc. En fait, c'est sûr, et vous pouvez parler avec des gens. On est dans une situation où vous serez plus en sécurité à tout point de vue en marchant dans les rues de Rabat ou même de les Français seront plus les Français de souche, enfin, disons. Je veux dire, il vaut mieux être un homme français de souche blanc et vous baladez à 22h à Casablanca ou je suis pas le seul à le dire, Bernard Lugan qui connaît bien le Maroc le dit aussi, à Casablanca ou à Rabat, il vous arrivera rien. Si jamais par aventure il vous arrive quelque chose, vous criez, les gens interviendront. Essayez d'aller maintenant vous promener la nuit dans les rues du centre-ville à Bordeaux ou à Nantes. Bon, bah voilà. À Paris. Et ou dans certains coins de Paris. Et ce que je veux dire aussi, je le dis dans le livre, c'est pour ça que j'étais critique de la théorie du choc des civilisations d'Éric Zemmour, à laquelle moi je n'adhère pas, c'est que je donne l'exemple dans le livre. Par exemple, il faut voir ce qu'on voit. Par exemple, si vous prenez les attentats commis par Mohamed Merah, moi je vois deux choses. Un, je vois une personne qui, au nom d'une certaine vision de l'islam, et on ne peut pas faire comme si ça n'avait aucun lien avec une idéologie et quelqu'un qui s'appelle Mohamed, qui est issu de l'immigration, qui commet un attentat. Donc ça, il faut le regarder en face. Voilà, il faut pas dire que ça n'a pas de rapport avec l'immigration, que ça n'a pas de rapport avec l'idéologie islamiste. Bien sûr que si, ça a un rapport. Mais ce que je vois aussi, c'est que parmi les victimes de Mohamed Merah, parmi ces militaires qui servaient la France, eh bien, il y en a plusieurs qui portaient aussi des noms et des prénoms arabes et qui étaient soldats dans l'armée française. Et donc il faut voir les deux versants pour pouvoir traiter le problème de la société française, en tout cas, dans sa globalité, de manière nuancée. Tout à fait, lucidité gardée. Merci Jean-Loup Bonamy. L'Occident déboussolé. Retrouvons effectivement l'étoile polaire. Il serait temps. Merci beaucoup Jean-Loup Bonamy. On rappelle que votre livre est disponible en librairie depuis mercredi dernier, L'Occident déboussolé, aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup André Berkoff d'avoir animé l'émission. On se retrouve demain de midi à 14h comme tous les jours. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.